Aujourd'hui, nous avons l'autorisation de Nicolas Hulot de filmer sa conférence. C'est la première partie de sa conférence où il nous raconte les 25 ans d'Ushuaïa. Ushuaïa, c'est quand même 600 émissions. Et voilà, on va garder quelques morceaux de cette conférence, les morceaux choisis que Nicolas Hulot nous a autorisé à diffuser sur Oltomé à Lu pour vous. Bon amusement! Donc cette première partie, ça va être un petit peu une introduction évidemment à cette émission que vous avez certainement tous regardée, Ushuaïa à la télé, et savoir un petit peu quelle a été cette genèse et d'où vient cette attirance pour ces régions, pour cette vie d'aventure, quoi. Alors voilà, et je vous remercie d'applaudir évidemment Monsieur Hulot. À Paris se joue quelque part, je dirais, l'accomplissement de l'humanité. Pas un simple enjeu environnemental, c'est pas simplement de protéger la planète. Vous savez, Nicolas, l'autre Nicolas, comme moi, savons très bien que la planète pourrait très très bien se passer de l'humanité. À l'inverse, il n'est pas évident que l'humanité puisse se passer de la planète. Et donc c'est bien un enjeu profondément humaniste qui nous anime les uns et les autres et qui réunira pour la première fois dans l'histoire de la communauté internationale l'ensemble des responsables politiques existants. Et à Paris, nous sommes sur une corde raide où nous pouvons basculer vers une forme d'ambition, faire un saut qualitatif à l'ensemble de l'humanité ou une forme de résignation et sacrifier l'avenir au présent. Donc c'est un moment assez déterminant. Et je vous propose qu'on en parle la prochaine fois. Bienvenue. Mais vous dire effectivement que l'idée ce soir, c'est d'essayer de faire un petit résumé de ce qui m'a mené à cet engagement. J'ai souvent dit que je n'étais pas né écologiste. Si tant est que le mot écologiste ne soit pas dévoyé. Pour moi, l'écologie a été souvent, malmenée dans sa expression ou dans sa vocation. L'écologie, c'est la prise en compte de la finitude de notre monde, de la finitude de la planète. C'est la prise en charge et l'attention que l'on peut donner à l'ensemble du vivant. L'écologie, c'est une approche intégrale. C'est le respect du passé, c'est le respect du futur, c'est le respect du vivant. Et sur cet simple engagement, je me suis maintenant entièrement consacré parce que j'ai bien compris au fil du temps qu'il n'y avait pas d'un côté l'homme et de l'autre côté la nature. Il y a la nature, à l'intérieur de laquelle il y a l'homme. Mais l'homme est partie prenante de la nature. Il est la partie même consciente de la nature. Et cette conscience l'honore, c'est un privilège, mais lui donne plus de devoirs que de droits. Une chose que j'ai appris dans Ushuaïa, c'est que, pour finir, contrairement à ce que l'on croit, dans l'univers, la vie n'est pas la norme. Elle est l'exception. J'ai longtemps cru que la vie allait de soi. Mais en fait, quand on regarde les choses avec peut-être un petit peu ou de distance ou peut-être de hauteur. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que le meilleur service que l'on puisse rendre aux responsables politiques, ce serait de les envoyer un peu dans l'espace peut-être d'1 heure, 2 heures ou de 24 heures, pour qu'ils se remettent à notre juste échelle. Vous savez, on a maintenant une sonde qui s'appelle Voyager qui est sortie du système solaire. On n'a pas encore trouvé le début d'un commencement de preuve que la vie ait pu trouver un chemin ailleurs que sur Terre. Et en dépit de ces efforts, en dépit de la haute technologie, eh bien pour l'instant, force est de constater que le seul endroit où la vie ait pu trouver un chemin, c'est sur une minuscule tête d'épingle, perdue entre deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui est la planète Terre. Et donc, la vie est l'exception. Et elle n'est pas la norme. Et nous faisons partie de cette exception. Et nous en sommes effectivement la partie consciente, et cette conscience devrait nous obliger
Et jusqu'à présent, force est de constater qu'elle ne nous a pas obligés. Parce que si on considère que l'évolution est une compétition, force est de constater que sur un plan de la compétition, on a presque gagné puisque nous sommes mis en situation quasiment d'éliminer tout ce qui nous a précédé. Et ça n'est pas un titre très honorifique. Et le temps est venu justement de nous rendre compte que de la même manière que nous avons une communauté d'origine avec l'ensemble du vivant, actons maintenant que nous avons une communauté de destin. Et donc que l'homme ne peut pas détacher sa branche de l'arbre de la création indûment. Nous ne pouvons pas imaginer faire cavalier seul. Nous devons comprendre, respecter le fait que la nature est une et indivisible. Et que son intégrité n'est pas une option, c'est une obligation. Et chemin faisant, notamment, évidemment, sous le fait, sous l'expérience unique, imprévisible pour moi, inattendue d'Ushuaïa. Évidemment, tout cela a remis en cause un certain nombre de préjugés. Vous savez, Einstein disait « Il est parfois plus difficile de briser des préjugés que des atomes. » Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais Ushuaïa a été évidemment, je dirais, une expérience inestimable. Inestimable d'abord parce qu'elle s'est déroulée à un moment très particulier de l'histoire de notre planète et je dirais même de l'histoire de l'humanité, dans une fenêtre qu'on ne retrouvera pas. D'abord, dans des conditions géopolitiques où les premières années d'Ushuaïa, aucune frontière ne nous était interdite. On pouvait, à l'époque, à la fin des années 80, aller en Afghanistan, aller au Pakistan, aller au Nigeria. Et lorsque Ushuaïa s'est arrêté il y a 3 ans, toutes ces frontières nous étaient fermées. L'Iran nous était fermé. L'Afghanistan, le Pakistan, mais même, je me rappelle avoir annulé au dernier moment un tournage dans le sud des Seychelles, à Aldabra, simplement parce que 3 semaines auparavant, un voilier s'était fait pirater. Donc nous avons bénéficié d'une espèce d'accalmie dans les relations entre les hommes qui faisait que tout nous était ouvert. Deuxièmement, je dois dire très honnêtement que nous avons bénéficié, pour des gens qui étions avides de grands espaces, de voyages, de découvertes, de rencontres, évidemment d'un modèle économique audiovisuel qui ne se reproduira plus jamais. Partions à 30, à 40. L'idée était d'investir un lieu et puis d'être autonome. Et là, de prendre notre temps et de rayonner, d'observer. Et dès lors qu'on a du temps, évidemment, la nature vous sourit. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que je crois que si la nature voulut porter une forme d'attention, d'estime, l'expérience m'a montré que, et je pense que tu as dû en faire toi-même l'expérience, à un moment ou à un autre, elle vous le rend bien. Et elle me l'a tellement rendu que maintenant c'est moi qui essaie, après une promesse que j'ai fait un jour au chef indien Raoni, de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Ça a été un moment aussi unique parce que nous étions à cheval entre 2 siècles et 2 millénaires. Et que j'ai eu ce sentiment, parfois, et je dirais même trop souvent, d'arriver juste à temps, d'observer des mondes quasiment relictuels. Et l'expérience me montre, avec du recul, qu'il y a énormément de choses, d'écosystèmes, de paysages, d'univers, que nous avons vus et que nous ne pourrons plus revoir. L'émerveillement, c'est le premier pas vers le respect. Et je l'ai dit parce que je l'ai subi moi-même. En fait, cet émerveillement qui a été permanent pendant ces premières années, émerveillement des hommes et des femmes que nous avons rencontrés, ces peuples premiers que nous avons commencé à visiter, émerveillement évidemment des paysages, émerveillement évidemment de la beauté de la nature. C'est un lieu commun, mais à un point quand même qui, à un moment ou à un autre, vous interpelle. Vous vous dites que cette beauté ne peut pas être sans objet.
Vous dites que si cette beauté émeut toutes les cultures du monde, si elle est à ce point un langage universel, il doit y avoir quelque chose de mystérieux ou de sacré derrière. Et puis, émerveillement surtout, à mesure que nous passions d'une vision un peu superficielle des choses à une vision peut-être un peu plus instruite, émerveillement devant l'ingéniosité de la nature. Et je crois que c'est probablement moi ce qui a beaucoup contribué à mon attachement, au fait que j'ai eu le sentiment de me relier à la nature. Parce que ce que l'on met souvent d'un mot qui est une forme de facilité de langage, quand nous disons les animaux ont un instinct incroyable. Mais l'instinct, de notre point de vue, c'est souvent une forme de condescendance que nous avons pour les animaux, comme une qualité inférieure à l'intelligence. Moi, je ne me suis pas fait ma religion là-dessus. Je ne suis pas convaincu que l'intelligence soit supérieure à l'instinct ou que l'instinct soit supérieur à l'intelligence. Je pense que l'instinct, c'est une forme d'intelligence accomplie. Je ne suis pas sûr que nous ayons accompli encore la nôtre. On a encore un peu du chemin là-dessus. Mais j'ai observé de tels mécanismes d'adaptation, d'évolution, pas simplement d'ailleurs dans le monde animal, mais également dans le monde végétal. Il faut dire que j'ai eu de sacrés professeurs, Francis Allais, dont je vous invite à lire éventuellement un jour un monument qui est le plus beau plaidoyer pour le monde végétal, l'éloge des plantes. Et c'est vrai que quand on voit avec quelle ingéniosité certaines plantes vont compenser ce handicap qu'elles ont par rapport aux animaux qui sont des êtres animés et leur fixité, et bien tout ça vous rend, je l'espère, un peu plus humble et surtout vous nourrit de respect, d'émerveillement permanent. La nature est un réservoir d'émotions infinies. Vous savez, mais Ushuaïa, c'est un terme indien des Indiens Yaghan de Patagonie, qui ne sont pas les seuls Indiens, il y avait les fameux Patagons. Eh bien, nous avons eu la chance et la tristesse à la fois, au tout début du Ushuaïa, de rencontrer la dernière Yaghan, la dernière locutrice de la langue Yaghan, qui n'avait pas de descendants. Donc, vous dire que nous sommes arrivés à un moment où parfois nous avons rencontré des hommes ou des femmes qui étaient les derniers descendants de véritables civilisations. C'est pour ça que Ushuaïa a été aussi un moment particulier et que nous avons, après, nous sommes rendus compte qu'il y avait un devoir d'inventaire, de fixer au moins, ça n'est plus de la pellicule, mais au début c'était de la pellicule, de fixer au moins en images ce patrimoine qui avait traversé les siècles et les millénaires et qui en l'espace de quelques décennies pouvait être compromis ou anéanti ou disparaître. Voilà, en quelques mots, ce qu'a été et ce qu'ont été les 25 ans d'Ushuaïa. Un métier, mais en fait pas un métier, une passion, une vie, une expérience absolument inoubliable. Et ce que j'ai appris, c'est que tout ce que nous recherchons dans ce monde matérialiste auquel j'ai cédé, auquel je peux encore céder parfois, est tellement insignifiant en termes de plaisir, en termes d'équilibre, en termes d'émotion par rapport à ce que la nature peut nous donner. C'est un réservoir inépuisable. C'est une source d'émotion, de satisfaction sans fin. C'est un livre qui ne s'arrête jamais. Et voilà ce que je voulais dire sur l'expérience Ushuaïa. Je crois que